Écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour cet atelier sur les dynamiques collectives dans le cadre de démarches de transition agricole et alimentaire qui portera précisément, qui s'appuiera sur les retours d'expérience de deux territoires Tétra. Je vais commencer voilà, par introduire un petit peu cet atelier, puis Oriane Lamy, qui est chargée de mission au programme Tétra, nous fera une petite présentation du programme. Et comme je vous le disais, cet atelier et ce sujet notamment sera traité euh, par deux intervenantes qui représentent donc deux territoires du programme Tétra. Et on écoutera donc Oriane Marcadet du Pays des Châteaux et Peggy Dangelser du pays Terre de Lorraine. euh, nous partager pardon, leur retour d'expérience. Pour commencer, peut-être un petit mot sur Alta, pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui et qui ne connaîtraient pas encore l'Alliance, avant de laisser la parole à nos intervenantes. Alta, c'est donc une alliance relativement jeune qui a été lancée en septembre 2022, qui est coportée par Solagro, Alizé Marceau, qui est présente ici avec le soutien de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Et c'est une alliance donc, qui réunit aujourd'hui à peu près 500 structures et individus qui s'intéressent régulièrement aux activités de l'alliance, dont les grandes orientations sont discutées donc, au sein de son comore, qui est composé d'une vingtaine de structures que vous voyez citées sur cette diapo. Et qui aujourd'hui rassemble aussi un noyau dur, disons, d'une soixantaine d'alliés, donc de signataires de la charte d'Alta. Effectivement, le Comore, c'est le comité d'orientation d'Alta, de l'Alliance. Cette charte, on vous invite à en prendre connaissance si ça vous intéresse et pourquoi pas à la signer. Et on va vous remettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller regarder ça. L'idée d'Alta, bah, c'était finalement de se rassembler autour de démarches de transition agricole et alimentaire, pour accroître l'ambition de ces démarches et faire en sorte qu'elles soient à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux auxquels on fait face. Et l'Alliance, pour ce faire, s'articule autour de deux grands piliers. Donc Alta, c'est à la fois un espace d'échange, de dialogue et de coopération pour faciliter la montée en compétences collectives. Et euh, un- c'est aussi une alliance qui s'est structurée avec l'idée de constituer une force de proposition collective en faisant notamment du lien entre des acteurs des territoires et des acteurs du plaidoyer qui agissent essentiellement à l'échelle nationale. Jusqu'à présent, les actions de l'Alliance ont principalement été orientées autour d'un programme d'action qui porte sur l'évolution des environnements alimentaires pour accélérer la transition vers des assiettes plus végétales et plus durables. Et plus récemment, bah, Alta élargi un petit peu ses sujets, son champ de travail. Et on entame donc là un autre programme d'action qui portera notamment sur la grande distribution et les possibilités de mobilisation de cette grande distribution dans le cadre de démarches de transition agricole et alimentaire. Et c'est dans le cadre de ce nouveau travail que qu'on est en phase de recrutement de porteurs de projets pilotes, donc de porteurs de projets et d'actions qui visent à mobiliser cette grande distribution, à travailler avec ou sur cette grande distribution pour un suivi qui aura lieu là dès la fin de l'année et pour toute l'année 2025. Pour revenir un petit peu au sujet qui nous intéresse et nous rassemble aujourd'hui, l'idée c'était de parler, de discuter ensemble donc des dynamiques collectives dans le cadre de transition agricole et alimentaire et de l'intérêt de ces dynamiques collectives pour notamment amplifier ces démarches. Les objectifs, c'était vraiment de partager avec d'autres acteurs de territoire des retours d'expérience qui seraient utiles pour la mobilisation d'une diversité d'acteurs autour de démarches de transition agricole et alimentaire,
mais aussi de valoriser les enseignements du programme Tetra et l'intérêt d'une démarche collective pour amplifier les démarches de transition et amplifier leur ambition, bien sûr. Je vais laisser la parole à Oriane Lamini, qui est chargée de mission donc au programme Tetra et qui va commencer par nous présenter un petit peu ce programme pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore ou pour rappel pour les autres. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à Alta, à l'Alliance de nous donner l'opportunité de présenter nos enseignements et puis de faire témoigner de Territoire Tétra. Donc le programme Tétra, c'est pour Territoire en transition agroécologique et alimentaire. C'est un programme qui a été cofondé et coporté par la Fondation Daniel et Nina Carasso et AgroParisTech. Un programme qui a duré de 2020 et qui se termine là en cette fin d'année avec deux objectifs. Le premier, d'accélérer les démarches de transition dans 9 territoires pilotes. Et le deuxième, d'en analyser les freins et les leviers pour pouvoir en tirer des enseignements qui puissent servir à d'autres territoires. Donc ce programme, il a combiné 3 types d'appuis. Un appui financier, pour pouvoir, mener des actions, et avoir, des moyens pour, l'animation. Un appui, collectif avec, des groupes d'échange, des formations pour les élus, voilà, créer un réseau de territoires, démonstrateurs, et engagés. Et puis un appui, scientifique, une partie menée avec, AgroParisTech et une partie, avec un consortium, de bureaux d'études notamment sur le suivi évaluation pour voilà, aussi pouvoir en tirer des enseignements pour les territoires Tétra et puis pour d'autres. Tu peux passer à la slide d'après. Donc, les territoires Tétra, ils sont 9, assez divers. Dans 8 des 9 territoires, le chef de file, c'est une collectivité territoriale qui peut être à différentes échelles, parfois commune, intercommunalité ou pays. L'idée, c'était d'avoir des territoires différents dans des contextes urbains ou beaucoup plus ruraux comme dans le Guilles-Roquera, différents types d'agriculture pour voilà, avoir une diversité qui n'est pas représentative de, forcément de la France, mais qui au moins montre avoir différentes situations. Tu peux passer. Pour vous dire un peu, nous, comment on a pensé l'animation collective au sein du programme. L'idée, c'était voilà, vraiment de créer un réseau sur le temps long, quand même, de 2020 à 2024. Ça permet aux acteurs d'apprendre à se connaître. On l'a fait notamment à travers des groupes d'échange, de collaboration et de capitalisation qui ont duré 1 an et demi, qui ont été sur 4 thématiques qui ont été choisies par les territoires du programme selon leurs intérêts. Et ils pouvaient participer à plusieurs groupes d'échange s'ils le souhaitaient. Et notamment un sur les questions de démocratie alimentaire, de gouvernance et de mobilisation des acteurs. Et ces groupes d'échange ont donné lieu à des livres blancs. Et donc, on a un livre blanc qui est disponible sur notre site internet sur ces questions de mobilisation des acteurs. Et puis, en dehors de ces groupes d'échange et de capitalisation, on a aussi eu des séminaires pour les territoires Tétra, au moins un séminaire par an, des webinaires pour aussi garder le lien un peu tout le long de l'année. Et puis, un cycle spécifique pour les élus, avec 5 formations d'élus qu'on a fait un peu partout en France, parce qu'on sait que les élus peuvent pas forcément traverser la France de la Drôme à Douai pour venir en formation, parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment un besoin de les former sur ces enjeux agricoles et alimentaires pour qu'ils puissent après porter les politiques sur leur territoire et que la formation entre pairs, les échanges entre pairs fonctionnaient vraiment pour embarquer les élus. Euh, et puis, une autre démarche qui a été menée pendant le programme qui a vraiment permis d'avoir une démarche collective, mais cette fois-ci sur les territoires, c'était l'accompagnement au suivi évaluation.
que nous, on a vu vraiment qu'il pouvait être une occasion de mettre tous les acteurs d'un PAT, par exemple, autour de la table, aussi bien les associations, la chambre d'agriculture, les collectivités de différents niveaux, les représentants agricoles aussi, ou même simplement les agriculteurs. Et donc, cette mission, elle s'est articulée autour de trois types d'outils. Un premier qui était un diagnostic de durabilité des systèmes alimentaires territoriales. Donc, sur mon territoire, quel type d'agriculture, quel type d'industrie agroalimentaire, quelle situation en termes de précarité alimentaire. Voilà, bien comprendre son territoire. Après, des ateliers autour des chemins d'impact, notamment avec la méthode Cialinov qui a été développée par Thérault et Défi de l'Institut Agro, pour bien partir de son plan d'action et remonter jusqu'aux impacts que ça peut avoir sur le territoire. Et enfin, un dernier outil qui était les scénarios de prospective, avec l'outil Mosut et animé par Solagro, pour collectivement se poser la question, quel système alimentaire idéal en 2030 ou en 2050 sur mon territoire? Et voilà, et donc ces 3 outils, ils ont ils ont donné lieu à pas mal d'ateliers sur les territoires, ateliers collaboratifs, comme je vous disais. On en a tiré une synthèse que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. Mais en tout cas, on a trouvé que voilà, ces questions d'évaluation, de prospective, surtout le chemin d'impact et le scénario de prospective, ça permettait vraiment de mobiliser une diversité d'acteurs et puis de donner voilà, une vision partagée qui n'est pas toujours évidente quand on a des projets PAT avec plusieurs axes qui font pas forcément sens pour tout le monde. Voilà, c'était une occasion de mettre tout le monde autour de la table. Et Peggy vous en reparlera tout à l'heure quand elle parlera de Terre de Lorraine. Euh, voilà, tu peux passer. Ouais. Bon, c'était juste pour vous montrer que cette mission de suivi évaluation, elle était quand même sur le temps long. Elle a duré à peu près 2 ans. Aussi parce que cette mobilisation des acteurs, elle prend du temps. On va pas faire des ateliers toutes les 2 semaines avec tout le monde. Et voilà, c'était pour vous montrer que ça avait pris du temps. Et ça aussi, c'est un des enseignements, que la mobilisation collective, elle prend du temps et elle demande des moyens d'animation qui là était possible avec le programme. Tu peux passer à la dernière. Voilà, quelques enseignements qu'on voulait vous partager pour finir avant de laisser la parole au territoire. Donc, comme je le disais, sur la mobilisation, pensée moyen terme, long terme, euh, l'importance d'avoir des élus autour de la table, même si c'est pas forcément des démarches. Bon, nous, on avait la plupart du temps des démarches portées par des collectivités, mais même quand c'est pas porté par les collectivités, mais quand ça s'inscrit sur un territoire, voilà l'importance d'inclure les élus pour qu'ils puissent aussi porter cette vision du territoire qui, là, dans ces ateliers, avait été définie collectivement. Comprendre les intérêts de chacun, leurs contraintes, leurs besoins, et avoir un interlocuteur privilégié au sein de chaque structure. Et ce qui est important aussi, c'est de multiplier les formats. Tout le monde ne peut pas être là tout le temps. Il y a certaines structures pour lesquelles ça va être plus facile de faire des rencontres individuelles, d'autres au contraire, plutôt des événements, des conférences, ou alors, je ne sais pas, pour les entreprises qui sont souvent très mobilisées. Par exemple, ce qui fonctionnait bien à Douai, ça a été des petits déjeuners assez tôt dans la journée, parce que c'était un moment où ils pouvaient être disponibles. Donc voilà, aussi s'adapter aux acteurs avec lesquels on veut travailler pour leur proposer des formats qui conviennent. Et puis peut-être terminer sur ces questions de mobilisation, de gouvernance participative. Nous, ce qu'on a vu, c'était que c'était vraiment important de définir un cadre et de s'assurer que quand on sollicite les acteurs, on est clair sur ce qu'on attend d'eux et sur ce qu'on va prendre en compte. On l'a vu souvent dans des écueils de participation citoyenne, où on demande aux citoyens de participer, de fournir un travail pour réfléchir à un projet, et qu'en fait, après, c'est pas forcément repris. Et ça démobilise par la suite. Donc vraiment, cette importance de définir le cadre et de bien dire dans quel
comment ça va être utilisé par la suite. Très important aussi pour s'assurer de la mobilisation des acteurs, sur le temps long et puis qu'eux aussi, ils y voient, un sens. Voilà. Je pense que c'était tout et juste, rapidement sur vous dire, les ressources que vous pourrez trouver sur le site, de Tétra, en lien avec ce que j'ai, présenté. Du coup, les 4 livres blancs des groupes de capitalisation, que j'ai mentionnés, au début. Et puis sur, l'évaluation, on a une plateforme, web qui présente les résultats, des territoires et puis aussi une synthèse un peu, de la démarche. Et puis pour vous rendre, tout ce programme un peu plus concret, on a fait des petites vidéos, une petite vidéo pour chaque territoire qui montre un des projets, qui a été, soutenu. Voilà, donc vous pourrez retrouver, le tout, sur, notre site et puis, je vais laisser la parole, aux 2 territoires Tétra qui vont pouvoir, rentrer un peu plus dans des projets, concrets. Merci beaucoup, Oriane. Effectivement, on va pouvoir donner la parole à Oriane de Pays des Châteaux. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Oriane Marcadet, chargée de mission alimentation au Pays des Châteaux. Alors, Julie, je veux bien que tu mettes voilà, mon diaporama, merci. Et donc là, je vais vous présenter notre conseil local de l'alimentation et vous illustrer un petit peu quelles actions on a mises en place avec cette concertation d'acteurs. Tout d'abord, tu peux avancer. Pour resituer, le syndicat mixte du Pays des Châteaux, c'est situé autour de Blois, donc dans le Loir-et-Cher, dans la région centre. Ça regroupe 3 EPCI, dont une communauté d'agglomération, l'agglomération de Blois, c'est 89 communes et environ 150 000 habitants. Et sur ce territoire, on a vraiment une agriculture assez diversifiée et ça forme un bassin de vie. Donc c'était assez pertinent de mettre en place un projet alimentaire territorial à cette échelle. Et pour vous présenter un petit peu l'historique, tu peux passer, Julie, du projet alimentaire territorial et du conseil local de l'alimentation. Donc, nous, ça a commencé en 2016, où entre 2016 et 2019, on a été accompagné sur le territoire par une association qui s'appelait IEFN pour mettre en place en fait une gouvernance alimentaire territoriale partagée donc sur notre territoire. Et en parallèle, il y avait une volonté de nos élus de mettre en place un projet alimentaire territorial. Donc, on a réalisé un diagnostic de l'agriculture et de l'alimentation, donc comme pour mettre en place un PAT. Et au travers de ces différentes rencontres, échanges, etc., on a rencontré différents acteurs sur le territoire et on a mis en place les forums de l'alimentation début 2019 pour regrouper l'ensemble des acteurs sur le territoire qui travaillent et s'intéressent de près ou de loin au sujet agricole et alimentaire pour commencer en fait à travailler sur la stratégie alimentaire territoriale et donc préfigurer en fin de compte notre projet alimentaire territorial. Et c'est suite à ces différentes réunions et concertations d'acteurs qu'on a mis en place et que les élus du Pays des Châteaux ont validé notre conseil local de l'alimentation, donc je présenterai juste après. Là, je voulais revenir un petit peu sur l'historique, donc qui a été officialisé en 2019, et c'est ce conseil local de l'alimentation qui, dans un second temps, s'est réuni plusieurs fois pour identifier les actions à mettre en place et à inscrire dans notre projet alimentaire territorial. On peut passer à la slide suivante. Donc, notre conseil local de l'alimentation est composé d'environ 200 représentants sur notre territoire. Donc, voilà, ça va être 200 personnes. On va avoir des agriculteurs, des transformateurs, des associations d'aide alimentaire, etc. Donc, tous les acteurs concernés de près et de loin sur les sujets agricoles et alimentaires. Et donc, on les a répartis initialement en 9 collèges. Donc, vous pouvez voir ces collèges sur cette slide. Et cette année, les élus du Pays des Châteaux ont officialisé la mise en place d'un nouveau collège qu'on a appelé pour le moment le collège de Mangeurs, où l'objectif, en fait, c'est d'inclure davantage d'habitants du Pays des Châteaux dans notre gouvernance, parce qu'aujourd'hui, on avait surtout dans le collège consommateur des associations qui représentent des consommateurs, donc type AMAP, par exemple. Et donc là, on est en pleine construction de ce nouveau collège. Je ne vais pas détailler plus, mais si besoin, je pourrais revenir après s'il y a des questions. Tu
peux passer la slide. Et donc, avec les membres du conseil local de l'alimentation, donc tous ces acteurs qui ont été concertés, on a rédigé une charte du CLA où vous pouvez voir là les différentes missions. Donc, notre conseil local d'alimentation, en fait, c'est une instance qui fait un petit peu l'intermédiaire entre nos décideurs politiques locaux et puis les acteurs de terrain. Et donc, ces missions sont diverses. Ça va être initiateur au changement de modèle alimentaire, participatif, consultatif. Le conseil local d'alimentation va par exemple donner son avis sur les actions prioritaires à mettre en place sur notre territoire. Et après, ces actions vont être validées par nos élus. Également, quand on le réunit, donc notre conseil local d'alimentation va le réunir 2 fois par an. L'idée, c'est aussi de créer du réseau, du partage et de transmettre les différentes informations. Pour revenir justement sur ces réunions, donc on va le réunir 2 fois par an. On n'a pas les 200 personnes qui viennent à chaque fois. On va avoir en moyenne entre 40 et 50 personnes qui viennent. Et en fait, ça va varier en fonction des thématiques. Et au niveau du roulement, voilà, on peut dire qu'on avait environ 200 acteurs. Tu peux passer la slide. Et donc là, c'était pour vous montrer les 5 axes de notre projet alimentaire territorial qui ont été justement décidés et proposés par le conseil local de l'alimentation. Et en fait, dans ces 5 axes, nous, on les a traduits en fiches d'action, donc idem présentés et proposés par notre conseil local de l'alimentation. Ensuite, je voulais vous présenter 2 initiatives, donc en lien avec le conseil local. La première, c'est le bocal du Pays des Châteaux. C'est une action de cette année. Tu peux passer à la slide suivante. Cette action, elle est née parce que dans le cadre du programme Tetra où nous sommes accompagnés, nous avions eu 30 000 € qui avaient été alloués par la Fondation Carasso pour permettre de financer des initiatives sur le territoire en faveur de la transition agroécologique et alimentaire. Et les élus du Pays des Châteaux ont décidé que ce soit le CLA qui travaille sur à qui ces 30 000 € seront alloués, donc quel type de projet, quel porteur de projet, etc. Et donc, on a créé un groupe de travail composé de bénévoles et de membres volontaires en fait, du CLA qui se sont dit « Ah, on a envie de travailler sur ce dispositif », qu'on a réuni plusieurs fois là, au premier semestre 2024. On a aussi été accompagné par Extracité pour tout ce qui était conseil méthodologique, etc. Voilà, comment faire pour arriver à un projet concret. Et donc, on s'est réunis plusieurs fois. Donc là, je vous ai mis un petit peu les différents membres qu'il y avait. Notamment, on avait des représentants de différents collèges. Et vraiment, l'objectif du projet qu'on s'est fixé dès le début, c'était de concevoir un nouvel outil qui permettrait à la fois d'accompagner financièrement et techniquement des projets sur le Pays des Châteaux, donc en faveur de la transition agroécologique du territoire. Et donc, voilà, c'est suite à ces différents travaux, plusieurs réunions de travail, qu'aujourd'hui, on a mis en place ce bocal. Et ce bocal, concrètement, c'est quoi ? C'est un dispositif où des porteurs de projets peuvent nous dire, nous, on a un projet à mettre en place en 2025 et on a besoin d'aide à la fois technique et à la fois financière et donc bénéficier du soutien et de l'accompagnement de membres du conseil local de l'alimentation. Il est à savoir que nos élus ont délibéré en juin 2024 pour permettre au conseil local de l'alimentation de prioriser et de sélectionner les projets qui seront accompagnés dans le cadre du conseil local de l'alimentation. Donc ça, c'était assez important pour ce projet-là. Et donc, officiellement, on a lancé ce dispositif en septembre et les porteurs de projets pouvaient nous envoyer leur candidature jusqu'à là, le 17 novembre. Donc, c'est tout récent. Tu peux passer à la slide suivante. Et donc là, vous avez un petit peu le fonctionnement. Donc, le groupe de travail a décidé que le bocal, ce soit uniquement des associations ou collectifs d'habitants qui puissent y candidater. Et ils ont décidé que ce soit une candidature plutôt simple. L'idée, ce n'était pas de recréer un appel à projet qui soit assez dense et lourd pour ce type de structure, mais au contraire, que ce soit plutôt facilité. Donc, pour cela, en fait, les associations et collectifs d'habitants avaient uniquement à nous envoyer un recto, donc une feuille A4 avec quelques informations sur leur idée de projet, etc., en sachant qu'on ne demandait pas à avoir déjà le budget ficelé, etc. L'objectif, c'est que ça se fasse en 2 temps. Ce premier temps-là qu'il y a eu entre septembre et mi-novembre,
où on identifiait un peu les initiatives, les porteurs de projets disaient « Ah, j'ai cette idée, etc. », mais elle n'était pas forcément construite. Et il y aura un second temps entre là, mi-novembre et mi-janvier pour accompagner ces porteurs de projets à finaliser, ficeler leurs projets et construire leur budget prévisionnel pour qu'en mi-janvier, fin janvier, on puisse faire l'arbitrage financier et attribuer les subventions. Je vais peut-être un petit peu vite, mais si besoin, c'est pareil, je pourrais redétailler. Et ce que les membres du Conseil local d'alimentation ont aussi souhaité, c'est que chaque porteur de projet soit accompagné par un référent, un membre du Conseil local d'alimentation qui se porte bénévole pour accompagner ces porteurs de projets, faire du lien avec les autres acteurs du territoire, répondre à ces questions dans la mesure du possible. Et bien entendu, il y aura toujours un soutien et un appui par moi et ma collègue qui travaille sur le projet alimentaire territorial. Donc là, c'était l'exemple du bocal. Juste pour terminer sur ça, puisqu'on a fini, donc on a fait notre réunion de présentation des projets auprès du Conseil local d'alimentation le 19 novembre. On a eu 15 porteurs de projets qui ont déposé une fiche projet. Et donc là, c'est toujours en construction. C'est vraiment un projet qu'on co-construit et qu'on avance ensemble avec le Conseil local d'alimentation. Et là, ce qui se profilait, c'était de proposer un accompagnement plutôt collectif parce qu'on avait des porteurs de projets qui avaient des initiatives assez similaires sur des thématiques similaires. Donc, c'est leur proposer de les accompagner collectivement en s'appuyant sur des membres du CLA pour ensuite les aider à monter et ficeler leur projet pour qu'en janvier, ils puissent nous faire une demande de subvention. Donc là, voilà, c'est tout récent et c'est pareil. En fait, le groupe de travail qui a été formé pour créer ce dispositif, le bocal, on va le réunir encore pour voir un petit peu comment on avance, comment on construit cet accompagnement, etc. Et pour terminer également sur le bocal, du coup, on offre, les élus du Pays des Châteaux offrent une nouvelle mission au Conseil local de l'alimentation. Donc, dans la charte, on pouvait rajouter un point qui est de sélectionner en fait les projets et initiatives à accompagner dans ce dispositif. Donc ça, c'était un premier exemple de notre dynamique collective sur le territoire et le CLA et ses différentes missions. Ensuite, je voulais vous présenter rapidement une autre action qu'on mène qui s'appelle l'action Acclimagri et comment on a mobilisé les acteurs dans ce sujet-là. Tu peux passer la slide. Donc, on a réalisé un diagnostic Climagri sur le Pays des Châteaux. Un diagnostic Climagri, c'est pour évaluer et quantifier les émissions de gaz à effet de serre des exploitations agricoles sur notre territoire. Donc, ça avait été réalisé en 2019 par la Chambre d'agriculture et Solagro. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de ce diagnostic, on puisse également avoir plusieurs scénarios et quelles actions mettre en place pour atteindre les accords de Paris et réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a fait ce diagnostic. On a plusieurs fiches actions qui se sont mises en place. Et je crois que tu peux passer la slide d'après. Et suite à ce diagnostic et les différentes pistes d'action et objectifs, on avait réuni un groupe de travail avec les acteurs du territoire concernés, notamment la Chambre d'agriculture, l'ADR, donc l'Association de maintien pour une agriculture paysanne, et puis le GABLEC, pour se dire, voilà, on voudrait atteindre ces objectifs, on voudrait développer les légumineuses sur notre territoire, par exemple, préserver la ressource la qualité de l'eau, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on a décidé de partir notamment des attentes des producteurs. On leur a demandé, voilà, aujourd'hui, on a fait un état des lieux de ce qui était proposé pour accompagner les agriculteurs face aux défis climatiques sur le territoire et qu'est-ce qui manquait. Et on a travaillé donc toutes ces structures-là ensemble, avec aussi l'appui des EPCI au travers de leur PCAET pour monter ce projet Acclimagri. Tu peux passer la slide d'après. Et donc, Acclimagri, c'est quoi ? C'est un projet qui vise à proposer aux agriculteurs différents ateliers, formations autour de 3 thématiques qui ont été priorisées par les agriculteurs du territoire: développer l'agroforesterie et les haies, promouvoir des pratiques innovantes moins consommatrices en eau et développer la culture de légumineuses et maintenir l'élevage. Et les thématiques et les ateliers sont mis en place et organisés en fonction des besoins des agriculteurs. Et ce qui est un peu innovant, nous, sur notre territoire, c'est que chaque thématique est portée par un binôme, c'est-à-dire que l'eau, par exemple, ça va être porté par le GABLEC
et la chambre d'agriculture. Protéines, ça va être le GAPEC et l'ADR. Et puis agroforesterie, ça va être l'ADR et la chambre d'agriculture. Donc voilà, en fait, à Climagri, si je voulais vous présenter ce projet, c'était parce que ça nous a, grâce au CLA, au diagnostic qui a été mis en place, etc., on a pu travailler avec les 3 organismes de développement agricole qu'on a sur notre territoire pour vraiment avoir des objectifs communs et puis construire ce projet collectivement. Donc, c'est un projet sur 3 ans, financé en partie par la Fondation Carasso et l'ADEME et des fonds leaders notamment. Et donc là, ça fait 1 an et demi qu'on a expérimenté le projet et on va continuer encore sur 1 an et demi. Mais ce qu'il fallait retenir, voilà, c'est que je voulais vous présenter ça pour la dynamique de partenariat. Donc, s'il y a besoin de plus d'informations, et notamment sur le bocal, on a réalisé une vidéo qui résume bien ce dispositif qui est disponible sur notre site internet. Et sinon, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Ariane, pour cette présentation. Je vous propose qu'on prenne un premier temps d'échange tous ensemble, de réaction, réponse à vos questions si vous en avez. Il y avait une première question dans le chat de Julien de Sphérique Co qui demandait comment les collectifs d'habitants sont informés et mobilisés ou incités à déposer un projet et qui sont ces collectifs. Oui, alors en effet, je ne l'ai pas précisé. Pour sous conseil notamment d'Extracité qui nous a accompagnés, on avait organisé 3 permanences sur le territoire. Une permanence donc, dans chaque PCI où vraiment on venait dans les communes pour essayer de capter les différents projets pour le bocal. Et sinon, on s'est vraiment appuyé sur notre conseil local d'alimentation, les différents membres. On leur avait fourni des affiches, des flyers pour qu'ils puissent communiquer auprès des personnes qui connaissaient. Dans les communes, tous les élus avaient reçu aussi des affiches. On avait envoyé des affiches auprès des secrétariats de mairie pour qu'il y ait des affiches un peu partout communiquées le plus large possible. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à capter des collectifs et des habitants. Et après, qui sont-ils? Alors, nous, on a 2 collectifs. Un collectif d'habitants dans une commune qui voulait monter une épicerie locale associative pour des produits bio. On a un collectif qui veut mettre en place des ateliers cuisine. Donc, en fait, c'était ce petit collectif. Elles sont 4. C'est 4 habitantes qui aiment la cuisine et qui avaient envie de transmettre. Et sinon, on a des associations qui ont répondu, soit des plus grosses associations qui sont assez connues, qui ont des salariés, etc., soit des plus petites associations type AMAP, qui ont répondu à notre appel, à notre bocal, et aussi des petites associations. On a une association, un centre de loisirs en format associatif qui a répondu. Donc, on a vraiment des profils assez différents. Et l'objectif du bocal que voulaient vraiment porter les membres du CLA, c'était de pouvoir toucher entre guillemets, des petits porteurs de projets qui souvent n'ont pas l'habitude ou les moyens de pouvoir aller chercher d'autres financements et accompagnements parce que souvent c'est de l'administratif, c'est assez difficile, etc. Et on a réussi à toucher en partie ce public. Donc voilà. Merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à lever la main pour interagir directement. Et en attendant que certains veuillent bien prendre la parole, il y a une autre question de Chloé de Prémis qui demande si vous avez travaillé avec l'incubateur Alter Incube Centre Val de Loire qui propose des accompagnements gratuits pour les porteurs de projets à visée sociale et environnementale. Peut-être qui pourrait constituer un soutien. Alors non, c'est vrai que je n'en avais pas entendu parler. Donc je vais noter. Et est-ce que du coup ça permet d'accompagner les associations ou c'était plutôt les petites entreprises? Mais je vais noter. Bah, peut-être que Chloé, vous pouvez prendre la parole directement. Pas sûr. Sinon j'irai voir. Ouais. Oui, super. On a une question d'Astrid du Secours 4.
Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup. C'est honnêtement hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. J'avais une question, moi, par rapport à la création du collège sur les mangeurs. En fait, est-ce que vous avez travaillé aussi, parce que j'ai l'impression que sur le site, vous travaillez aussi avec Equitas, etc. Est-ce que vous avez eu un peu comment dire, vous avez réussi à aussi mobiliser des personnes qui sont dans des situations de précarité? Parce que j'ai l'impression que dans ces instances-là, ça peut être parfois des gens, enfin un peu les mêmes gens qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, est-ce que ça a été un point d'attention? Est-ce que vous avez réussi? Parce que j'ai l'impression que je sais que c'est vraiment pas simple, mais voilà, ça m'intéressait de voir s'il y avait cet apport. Alors, bah, merci pour votre question. On est au tout début, nous, de la création du collège de mangeurs. C'est-à-dire Ok. que, donc ça, c'est un point de vigilance, enfin un point d'attention qu'on a. Ce collège de mangeurs, on souhaitait le créer notamment en s'appuyant sur une action là qu'on a mise en place sur 1 an et demi qui s'appelle les rendez-vous du goût, où on a été sur 6 communes du territoire proposer aux habitants de se réunir 3 fois et de cuisiner ensemble, de parler d'alimentation ensemble et après de réfléchir un petit peu à des projets qu'on pourrait mettre en place sur les communes. Et l'idée, c'est à l'issue en fait de ces rendez-vous du goût, donc là qui se sont terminés cette année, c'est qu'on puisse créer un collectif d'habitants qui a envie de se réunir, de se revoir, pour qu'on puisse continuer à échanger sur l'agriculture et l'alimentation et voir comment ils pourraient intégrer le conseil local de l'alimentation. Donc, dans ces habitants, on a différents profils. Après, on n'a pas, pour le moment, on n'a pas travaillé vraiment spécifiquement sur des personnes en situation de précarité. Ça, c'est un sujet qu'on a pour notre gouvernance, mais là, on n'a pas vraiment pris que cette entrée-là. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes qui voudraient prendre la parole? Ouais, je vous en prie, Hélène. Oui, ah oui, il faut que je réactive le micro. Oui, on vous entend. Voilà. Donc là, je m'interrogeais, est-ce qu'il y a une prise en compte des aspects santé publique, la nutrition, le fait qu'on mange trop de viande, trop de sucre, plan national nutrition santé d'une façon ou d'une autre. Et puis la nécessité, bien sûr, aussi de manger donc, moins de viande, plus de légumineuses. Comment c'est pris en compte? Et santé publique, hein, épidémie d'obésité, de diabète, etc. Oui, alors nous, ça, tous ces enjeux sont pris en compte globalement dans notre projet alimentaire territorial. Donc après, ça va se voir dans les différentes actions qu'on va mener. On a notamment, j'ai une collègue qui travaille sur la restauration collective, donc qui accompagne les cantines scolaires, notamment sur la loi Egalim, PNNS. Enfin, il y a des ateliers éducation au goût, etc., qui sont mis en place. Je travaille notamment, moi, avec les contrats locaux de santé qu'on a sur les différentes communautés de communes. Donc oui, nous, c'est vraiment des enjeux qui sont transversaux à notre politique stratégie alimentaire. D'accord. Merci. Il y a deux autres questions dans le chat. La première, c'est est-ce qu'il y a des éleveurs non bio qui ont été intéressés? Et, Vas-y. et pardon, la deuxième, est-ce que vous mettez à disposition des locaux pour les ateliers cuisine notamment? Alors, j'ai juste besoin d'une précision pour la première question. C'est concernant Acclimagri, je suppose. Je pense. Donc, pour répondre peut-être si c'est par rapport à Acclimagri, nous, il y a des éleveurs qui ont été intéressés, notamment sur la thématique protéines pour mettre en lien les céréaliers avec les éleveurs. Et c'est dans ces ateliers-là qu'on a pu avoir des agriculteurs bio et non bio qui s'intéressaient voilà, aux liens qu'on pouvait faire entre voilà, un céréalier et les éleveurs sur ce sujet. Après, ça dépendait vraiment des différents ateliers, des thématiques, des agriculteurs qui étaient présents. On n'avait pas non plus une quinzaine d'agriculteurs, on avait des groupes de 4 à 7 agriculteurs en moyenne.
Et en effet, une grande partie qui était sensibilisée déjà, mais une autre partie qui s'intéressait. Et au sujet des locaux? Oui, alors nous, on ne met pas de locaux à disposition. En revanche, on a acheté ce qu'on a appelé une cuisine mobile, donc avec les financements Carasso également, c'est-à-dire on a acheté du matériel de cuisine, donc poêles, casseroles, plaques de cuisson, etc., qu'on met à disposition auprès des communes et associations qui le souhaitent. Elles peuvent venir l'emprunter pour leur faciliter en fait la mise en place d'ateliers dans leurs locaux, notamment parce que dans les communes rurales, il y a souvent des salles des fêtes, mais il n'y a pas forcément de grandes cuisines ou de matériel. Donc l'idée, c'était de faciliter en fait la mise en place de ces ateliers. Eh bien, merci beaucoup, Oriane. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des réactions à ces premières présentations, tant sur le programme Tétra de manière générale que sur les actions du Pays des Châteaux? Sinon, je vous propose que l'on continue avec l'intervention de Peggy Gelser, pardon, qui est chargée de projets agricoles au Pays Terre de Lorraine et qui va nous parler de la manière dont cette démarche prospective qui a déjà été évoquée par Oriane a aidé à la définition d'une trajectoire pour les transitions agricoles et alimentaires et a permis d'impulser une dynamique collective dans ce cadre-là. Peggy, je t'invite donc à réactiver ton Bonjour. micro, super. Je te laisse la parole. Du coup, moi, je suis Peggy Nangelzer, donc en charge des projets agricoles sur le pays Terre de Lorraine. On peut aller à la diapo suivante, Julie, merci. Euh, du coup, le pays Terre de Lorraine, hein, c'est dans la région Grand Est, département de Meurthe-et-Moselle. On est 4 comités de communes, un pays sous forme associative, et du coup, on a 153 communes, 100 000 habitants. Du coup, on a répondu à l'appel à projet Tetra Carasso, on a été retenu. Et en fait, l'étude prospective qui était proposée dans la méthode et dans l'accompagnement, ça nous a permis en fait de se mettre en route sur ce qu'on voulait faire et ce qu'on souhaitait faire à l'avenir, parce qu'on n'avait pas forcément de projet, de programme. Voilà, on faisait plein de choses un peu dans tous les sens sans avoir vraiment un plan d'action ou autre. Et donc, ça a permis de nous poser. Et l'étude prospective, du coup, proposée, ça a permis en fait de savoir ce qui pouvait arriver, d'essayer de réfléchir à anticiper les changements, de définir ce que l'on souhaiterait en commun pour notre avenir. Et c'était de construire tout ça de manière commune. Voilà. Donc on est parti d'un constat actuel avec un diagnostic qui avait été proposé, comme les deux autres collègues du programme Tétra l'ont dit précédemment. Ça permettait de voir les changements à opérer. Et bien sûr, toute cette démarche prospective, on avait toujours, comment dire, envie de se coller et d'appliquer les lois, les décrets, tout ce qui pouvait sortir au niveau national, voire européen. Donc, EGalim, le plan national nutrition santé, le plan Ecophyto, etc. Du coup, le diagnostic partagé, effectivement, ça a permis de définir les scénarios. Donc, grâce à ce diagnostic, on a un outil informatique, enfin un outil informatique, un outil qui est sur le net, donc qui s'appelle Sista, et ça permet d'avoir des données chiffrées très précises de notre territoire. Alors, je vous ai mis quelques éléments qu'il pouvait y avoir. Du coup, on voit que on est quand même un territoire assez agricole, surtout dans le sud de notre territoire. Voilà, qu'on a beaucoup de prairies permanentes, du blé et de l'orge. On est un territoire en polyculture élevage, donc
Ceci explique cela également. On peut passer. Euh, et du coup, il y a toute une méthodologie qui a été mise en place pour en fait que suite à ce diagnostic, on puisse construire une trajectoire agricole et alimentaire ensemble. Donc du coup, il y a eu plusieurs phases donc, que je vais décrire rapidement ici. Donc fin 2022, du coup, il y a eu un premier atelier pour expliquer ce que c'était que cette démarche prospective. Du coup, on ne savait pas trop ce que c'était, hein, donc on a tous découvert ce que c'était. C'était pas trop les façons dont on avait comment dire, des façons de travailler, mais du coup, ça nous a permis de réfléchir différemment. Et ce premier atelier a aussi permis de valider l'état des lieux, donc du diagnostic, et à commencer à esquisser des premiers enjeux de territoire. Euh, le deuxième atelier, du coup, quelques mois après, là, on a vraiment travaillé, alors, avec, j'ai pas dit, hein, du coup, tout au long des ateliers, on avait des personnes de tous horizons. On a vraiment voulu qu'il y ait différentes typologies d'acteurs qui soient réunis, que ce soit bah, des acteurs du monde agricole, des collectivités, euh, mais aussi la société civile qui était présente dans tout son ensemble. On avait des associations, par exemple des présidents d'associations d'activités sportives, par exemple, hein, qui étaient là pour réfléchir à la transition agricole et alimentaire. Voilà, juste pour vous montrer que c'était bien large. Et chaque fois, on avait entre 40 et 60, 70 personnes qui étaient là à chaque atelier. Donc l'atelier numéro 2 sur les enjeux de la transition agricole et alimentaire. Donc c'était une réflexion sur les différents enjeux qu'on devait du coup partager et valider tous ensemble. Julie, tu peux passer. Voilà, donc en gros, à ce niveau-là, on a fait témoigner un professeur de l'ENSAIA sur les différents enjeux qu'il y avait par rapport à la thématique agricole alimentaire, que ce soit le sol, les gaz à effet de serre, enfin bref, il y avait plein de sujets. Et du coup, on a fait un mur d'expression des ressentis. Du coup, voir bah, si les gens, s'ils étaient d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qui les avait plus questionnés. Donc voilà, avec la méthode des post-it, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui s'étaient exprimés par rapport à ça. Et on leur avait aussi demandé, par rapport à la boussole de durabilité, euh, de s'exprimer sur les enjeux importants pour eux. Voilà, l'eau, le bien-être animal, la santé des sols, etc. Un mois après, on a essayé de définir quel était le scénario agricole et alimentaire souhaitable pour le territoire. Donc voilà, vers où on voulait aller, augmenter comment dire, la production agricole de tel ou tel type de, de, j'ai perdu le mot, d'ailleurs, enfin, de semences ou autres, avec est-ce que voilà, on veut maintenir l'élevage, le faire progresser, etc., etc. Voilà, il y avait un certain nombre de questions. Et du coup, collectivement, on a défini nos ambitions avec des ateliers où les personnes devaient décrire leurs ambitions dans le domaine agricole, alimentaire, mais on a aussi vu d'autres thématiques qui étaient du coup le métier de l'agriculteur ou les énergies renouvelables, par exemple. Donc là, c'est pour montrer qu'il y avait du monde. Et du coup, il y a un an à peu près, on a défini des défis et des pistes d'action en choisissant du coup un scénario adapté au territoire.
Donc, c'était les scénarios choisis par l'ensemble de ce collectif pour identifier les fameux défis à relever, parce que nous, c'est ce qu'on voulait, comment dire, mettre en avant. On a des défis à le relever, atteindre des objectifs à 2030-2050 pour du coup définir et décrire cette trajectoire agricole et alimentaire. Et du coup, à partir de ces défis-là, identifier aussi les principales pistes d'action. Voilà. On peut passer. Et oui, le dernier atelier, tout début de cette année. Donc, on a qualifié un certain nombre d'actions dans les différents défis qu'on a relevés. Et en fait, je pourrais continuer la frise très longtemps, puisqu'il y a plusieurs réunions qui se sont encore déroulées tout au long de cette année, où on travaille par rapport à des axes précis, des thématiques précises ou des actions précises. Il y a des choses qui se sont mises en place. Voilà. Les défis à relever, alors je ne vais pas tous vous les lire, mais voilà, on était sur une alimentation de qualité pour tous, hein. Avant, j'ai entendu la question de la justice sociale, hein, sur les personnes en précarité alimentaire. C'est un des axes sur lesquels on travaille aussi. On a une démarche qui s'appelle la dignité dans les assiettes, voilà. Sur la réduction du gaspillage alimentaire, sur la valorisation des produits et des producteurs, sur l'élevage de qualité, sur les modes de production agroécologique, mais aussi sur le foncier, le maintien de l'agriculture, le métier d'agriculteur. Voilà, ça s'est beaucoup ressorti par rapport au monde agricole qui a dit que voilà, ils étaient les mal-aimés parce que c'était des pollueurs, etc., etc. Donc voilà comment redorer, hein, on peut dire ça comme ça, l'image de l'agriculture, du monde agricole, comment donner envie aux jeunes de s'installer, voilà. Et après aussi, la valorisation non alimentaire, hein, des activités agricoles. Donc là, on est plutôt sur les énergies. Euh, Ces défis, du coup, euh, ont donné, voilà, c'est un peu illisible, mais on pourra vous donner les éléments. Ces défis, du coup, ont donné en fait des objectifs spécifiques euh, vers lesquels il faut tendre. Par exemple, si on prend sur l'alimentation de qualité pour tous, on est à essayer d'arriver à 10% pardon, de produits locaux et de qualité dans les ménages du territoire. Actuellement, en autoconsommation, on est à 1%. Voilà, donc ça, c'est un énorme défi. Et il y a beaucoup d'actions, bien sûr, qu'on peut mettre en place et décliner. De savoir, par exemple, où sont les produits locaux, les horaires d'ouverture des espaces de vente à la ferme. On peut aussi faire des actions avec les grandes et moyennes surfaces pour qu'ils mettent aussi des produits locaux en avant. Voilà, on peut faire, enfin bref, plein de choses. Une grosse, comment dire, un gros défi aussi qui nous attend, c'est la préservation d'élevage. Du coup, en maintenant, alors bien sûr, il y a le fait qu'il y a moins de viande, etc. Mais c'est manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Voilà. Et c'est quand même maintenir, du coup, chez nous, un élevage de qualité pour préserver aussi nos prairies permanentes parce qu'il y a derrière aussi des choses qui jouent en termes d'azote, de nitrate et autres. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail de chacun, mais en gros, ce qu'on veut dire par là aussi, c'est qu'il y a des objectifs chiffrés. C'est pour qu'on ait un instant T aussi. Alors derrière ces objectifs, il y a des chiffres, pardon, que vous ne voyez pas là, mais du coup, on a les chiffres aujourd'hui où on en est, et du coup, on pourra faire des paliers et avoir des indicateurs vraiment précis pour savoir euh, où on en est, là où on a bien avancé, là où on n'a pas trop bien avancé, et j'espère qu'on reviendra surtout pas plus bas que la trajectoire qu'on s'est fixée, etc. Donc voilà, on peut passer à la suite. Alors effectivement, les réunions multi-acteurs, ça c'était vraiment très très important.
On a vraiment besoin d'embarquer tout le monde et d'avoir cette vision partagée par tous. Donc, on a eu, bah, comme je vous ai dit, un président d'association sportive qui discutait avec un agriculteur sur de l'alimentation et de l'agriculture. Enfin, voilà, il y avait des rencontres ou des personnes en précarité alimentaire qui étaient là pour discuter avec, bah, pareil, enfin, pas que des agriculteurs, mais des collectivités sur ces questions-là. Donc ça, c'était très important, le volet multi-acteurs pour embarquer tout le monde pour travailler ensemble sur le diagnostic partagé et chiffré, mais parce que là, c'était important aussi. On aurait pu avoir, comment dire, des agriculteurs ou autres qui disent, oh non, je ne sais quoi, enfin bref, râler ou autre. Mais là, ils ne pouvaient pas trop parce que, en fait, il y avait des données scientifiques, techniques qui ne pouvaient pas contrecarrer, dire autrement ou autre. Et donc, en gros, ben, c'était deux faits partagés et deux faits acceptés et il n'y a pas eu de nombreuses discussions interminables par rapport à ça. Donc, ce diagnostic est aussi très, très important euh, par rapport à ces possibles discussions qui auraient pu avoir lieu. Ce qu'on a aussi fait, c'est écouter bien sûr les contraintes et les besoins de chacun, hein. Le mur des ressentis dont je vous ai montré une photo tout à l'heure et autres, c'était vraiment les écouter. Et ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'il y avait très peu d'espace où les agriculteurs pouvaient témoigner ou parler et où on les écoutait. Parce que des fois, ils parlent, mais on n'entend pas forcément ce qu'ils ont à dire. Du coup, là, il y a vraiment un consensus qui a été trouvé. Par exemple, le premier enjeu qui est sorti des réunions, sur lequel il faut travailler sur notre territoire, c'était l'eau, la préservation de l'eau en qualité et en quantité. Mais il faut savoir qu'on est un territoire où il n'y a pas d'irrigation dans l'agriculture. On n'irrigue pas. Et donc, l'eau, malgré ça, est quand même ressortie comme un des premiers enjeux euh, où il fallait tous qu'on travaille ensemble. Voilà. Euh, passer. Du coup, on a mis en œuvre depuis cette trajectoire et ces défis plusieurs actions concrètes. Et là, je fais un zoom sur la restauration collective, puisqu'en fait, la restauration collective répond à plusieurs défis, à 5 ou 6 défis sur la réduction du gaspillage alimentaire, l'alimentation de qualité pour tous, la valorisation des producteurs et des produits, sur l'agroécologie, enfin bref, il y a plusieurs choses, des défis et des objectifs qu'on a, ou une des réponses, hein, c'est pas la seule, mais ça peut être le travail sur la restauration collective, où du coup on a mené une action d'accompagnement des acheteurs de la restauration collective en lien avec les producteurs. On a voulu se faire rencontrer acheteurs et producteurs. Pour ça, on a mis en réseau, alors on a fait appel à des bureaux d'études, bien entendu. Ça a été financé, cette action-là, par le programme Tetra Carasso. Et du coup, on a voulu, d'un côté, mettre en réseau les acteurs de la restauration collective, pour travailler sur le prisme de la commande publique. C'est l'entrée par laquelle on a voulu travailler ce volet-là. Donc tout ce qui est sourcing, allotissement, d'autres manières de passer commande publique. Voilà, donc on a un bureau d'études spécialisé qui nous accompagne là-dessus. Les acheteurs aussi, ce qu'on veut faire, c'est leur faire en sorte qu'ils trouvent des leviers d'action pour augmenter leur part de produits locaux et de qualité. Donc là, le premier levier, c'est le prix, hein. C'est du coup, soit on trouve des subventions, soit ils ont ce qu'on appelle mesures compensatoires, donc lutte contre le gaspillage alimentaire, les fiches menus où du coup ils mettent peut-être moins de quantité de l'un et de l'autre pour pas gaspiller à l'aval de tout ça, pour du coup faire des économies, pour du coup pouvoir acheter plus de produits et autres. Donc ça, c'est tout le volet acheteur. Mais de l'autre côté, on a aussi eu des réunions pour sensibiliser les producteurs aux débouchés de la restauration collective,
Alors, il y en a qui travaillent déjà dans la restauration avec la restauration collective, d'autres pas du tout, d'autres qui se trouvaient peut-être être un peu trop petits. Mais en fait, en discutant et en voyant comment faire, on peut aussi travailler de manière concentrique en proximité, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un collège qui va s'approvisionner dans un rayon de 15-20 km autour du collège sur des produits locaux de qualité. Il ne va pas passer par d'autres structures qui sont beaucoup plus éloignées, donc il y a moins de routes, moins d'intermédiaires. Ils peuvent trouver, du coup, si c'est juste un collège à approvisionner, même si le producteur est petit, il peut quand même avoir les volumes suffisants pour un seul collège. C'est sûr que s'il devait approvisionner Alors, on n'a que 6 collèges sur notre territoire, mais s'il devait approvisionner l'ensemble des 6 collèges de notre territoire, eh ben, il pourrait peut-être pas parce qu'il est tellement petit. Mais voilà, par cercle concentrique, bah, on peut trouver des possibilités et en écrivant des cahiers des charges spécifiques, avec des critères de réponse spécifiques et autres, les acheteurs peuvent plus facilement atteindre les producteurs locaux, hein, parce que bien entendu, dans la commande publique, on n'a pas le droit d'utiliser le mot local. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs choses comme ça. On a organisé un séminaire sur la restauration collective pour montrer les contraintes des uns, des autres, essayer de travailler ensemble pour trouver des solutions. Voilà, ça a plutôt bien fonctionné. On avait plus de 60 personnes avec 25 agriculteurs. On avait une vingtaine d'acheteurs. Et puis après, il y avait des collectivités et tous les partenaires, bien entendu. Voilà. On fait plein d'autres choses aussi, mais Pardon, Peggy, merci beaucoup oui, pour cette présentation. Je suis navrée, j'ai pas fait exprès de couper ton oui, tu micro. m'as Oui, je coupé suis désolée. Excuse-moi, je peux te laisser conclure si tu veux. Non, j'ai dit, on a encore plein d'autres choses, mais sinon, on pourrait parler très très longtemps. Mais voilà, on a plein d'autres actions, mais on était là surtout pour parler de la trajectoire, de la dynamique collective. Et voilà, et puis effectivement, beaucoup de personnes nous en parlent encore un an après, hein, en disant c'est quand la prochaine réunion, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ils sont vraiment en attente que le territoire travaille sur différentes thématiques pour prendre en compte les problématiques des uns et des autres. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Hmm. Voilà. Merci beaucoup. Bah, justement, alors là, on va avoir le temps quand même de continuer à discuter de tout ce qui se fait sur votre territoire. Je vous invite à lever la main si vous voulez réagir en direct, mais on a eu des premières questions et qui rejoignent notamment ce que tu viens de dire, Peggy. C'est vrai que c'est impressionnant de voir que les acteurs du territoire sont encore en attente de prochains événements et réunions qui les rassemblerait. Et justement, on avait une question de Julien qui demandait comment est-ce que vous étiez parvenu à mobiliser le monde agricole dans ce processus collectif, compte tenu de leur méfiance et indisponibilité. Très bonne question. Alors nous-mêmes, on était étonnés du nombre d'agriculteurs présents. Alors après, voilà. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Déjà, on a un programme leader sur le territoire où on aide beaucoup et on soutient beaucoup des projets agricoles et alimentaires. Donc déjà, le territoire est un peu connu. On a un deuxième atout qui est le président de la structure qui a une aura très importante dans le monde agricole, étant lui-même agriculteur. Il est député de la circonscription. Et quand il organise des réunions et autres, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent parce que voilà, il a cette aura-là. On travaille beaucoup et bien aussi avec la Chambre d'agriculture, avec Terre de Liens, voilà. Et au fur et à mesure des actions qu'on a mises en place, on s'est aussi construit nous-mêmes un sorte de répertoire d'agriculteurs. Du coup, voilà. Et le tout a fait que il y a comment dire, une structure agricole, enfin deux, trois structures agricoles qui sont des groupements de producteurs avec lesquels on travaille beaucoup
des groupements de producteurs sur la vente de produits locaux et bio locaux. Donc là, il y a à peu près 70 agriculteurs et on a un comité agricole aussi sur comment dire, la façon de cultiver et autres, qui regroupe aussi à peu près 70 agriculteurs, qui a aussi, enfin voilà, on a mobilisé en fait tout notre réseau et il y a eu du monde. Et ceux qui sont venus sont revenus et ont amené encore plus de monde. Et du coup, ça a un peu effet boule de neige. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, des bio, des pas bio, des hommes, des femmes. Enfin, si on avait voulu faire vraiment un sorte de tirage pour qu'il y ait un peu tout le monde qui soit représenté, ben, on n'aurait pas mieux fait, je pense. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Et au-delà des agriculteurs, est-ce que justement vous avez, pour mobiliser une si grande diversité d'acteurs sur le territoire, est-ce que vous avez adapté votre communication aux différents publics? Est-ce que vous avez dû aller chercher les acteurs un par un ou... Alors non, 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 non. Bah pareil, alors ça c'était pour le volet agriculteur, hein, puisque c'était un peu la question. Pour les autres acteurs, on a les partenaires avec lesquels on travaille, hein, les partenaires, et on a nos collectivités, hein, puisqu'on est composé de 4 comités de communes. Du coup, on a nos collectivités, on a nos partenaires avec lesquels on travaille depuis longtemps, hein, sur le monde agricole, hein, que ce soit la Chambre, la SAFER, Terre de Liens, autres. Et on travaille aussi, enfin, on est engagé dans un programme alimentaire territorial à l'échelle du sud de la Meurthe-et-Moselle. Donc, en gros, c'est 3 pays et une métropole et un parc naturel. Voilà. Et donc, du coup, alors ça fait beaucoup, hein, on est 350 communes, 500 000 habitants hein, à l'échelle du PAT chez nous. C'est pas juste à l'échelle d'un pays, enfin de notre pays. Et du coup, en fait, il y a aussi tout ce dynamisme-là et du coup, les territoires voisins qui sont venus aussi par curiosité et pour travailler avec nous à toutes ces réunions sur cette dynamique qu'on a mis en œuvre sur le territoire de Terre de Lorraine. Très bien. Il y a une question, je ne sais pas exactement à quel moment elle est arrivée, mais peut-être que tu pourrais revenir un petit peu euh, sur le sujet que tu as quand même en partie abordé. La question, c'était comment localiser la commande pour les cantines scolaires alors que les lois, notamment européennes, des appels d'offres l'interdisent. Oui, alors du coup là, on a un bureau d'études super bon sur la commande publique. En fait, c'est déjà comment dire, faire du sourcing par rapport aux besoins qu'on a, essayer du coup de faire des lots, le plus de lots possible, euh, et dans des lots, faire des mini, et puis faire des mini-lots aussi. Donc, allotir, ça c'est le truc à faire, et faire des mini-lots. Les mini-lots, on peut les sortir enfin, c'est dans le cadre de la commande publique, mais on peut les sortir et faire du gré à gré avec. Du coup, on est toujours sous le régime de la commande publique. Et après, c'est surtout le cahier des charges et les critères de réponse pour faire en sorte, alors je vais un peu à l'extrême, hein, mais si on dit qu'on veut une pomme de 4 centimètres de diamètre, jaune à point rouge, par exemple, voilà, on sait, ou bien qui est cueilli et livré en moins de 2 jours, ou bien si on dit, enfin bref, il y a plein de petits trucs et astuces où on peut décrire dans le cahier des charges en étant très pointilleux pour essayer de flécher un des producteurs ou autre local, et puis faciliter en fait la réponse avec un cadre de réponse assez simple pour que tout le monde puisse répondre et que ça soit pas des trucs hyper compliqués où le producteur, eh ben, il aura vu les 2 premières lignes, il abandonnera pour répondre. C'est en fait faire des cadres de réponse, style des grands tableaux où il aurait presque juste à cocher ou à mettre 2, 3 mots, voilà. Et en fait, alors, c'est long, c'est fastidieux, ça prend du temps, etc. Donc ça, c'est vraiment
ce qu'on a en retour en disant oui, c'est super, mais on n'a pas le temps, etc., etc. Par contre, on voit très bien, avec le recul qu'on a maintenant, que c'est comment dire, la chose à faire. Et effectivement, il faut prendre du temps. Il y aura peut-être, au lieu d'avoir 7 lots, il y en aura peut-être 25. Alors effectivement, hein, passer un marché avec 7 lots ou avec 25 lots, c'est pas le même travail derrière, ni la même facturation, ni le même suivi, ni etc. Mais on voit que c'est la solution pour pouvoir avoir des réponses locales. Parce que par exemple, si on met dans un lot viande, on met en même temps le bœuf, le porc, la volaille et l'agneau, etc. Eh ben, un producteur unique peut pas répondre au lot viande, parce qu'il y a les quatre bestiaux dans le même lot. Voilà, ou c'est comme j'aurais pu prendre les produits laitiers. Si on met produits laitiers et si on met fromage, lait, beurre, etc., etc., tous les produits laitiers qu'on peut décliner, eh ben, un producteur qui fait par exemple que du yaourt, mais il pourra pas répondre parce qu'il n'a pas tous les autres produits. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça qu'il faut faire, voilà, pour essayer d'aller vers le local sans dire local. Voilà. Merci beaucoup. Bah, effectivement, il y a au moins une autre personne qui se disait très intéressée par les petits trucs et astuces dont tu parles. Donc, bah, j'espère qu'on pourra repartager ces petits tips aux participants. Oui. Euh, Quelqu'un te demandait comment s'appelle votre assistant à maîtrise d'ouvrage, pardon, sur les marchés publics. Est-ce que tu peux le dire? Oui, on peut faire de la pub ou pas? Oui, je Donc, pense. on travaille avec le bureau d'études Ecosept qui a co-traité avec l'agence Déclic. Et du coup, l'agence Déclic, c'est eux qui sont spécialistes dans les marchés publics. Parfait. Je vous invite de nouveau à réactiver vos micros hein, si vous voulez réagir en direct. Et peut-être juste en attendant, une personne nous faisait remarquer dans le chat que sur la Restauco, une des sources d'économie, c'est l'intégration de repas végétariens. Oui. Est-ce que c'est un levier que vous avez mobilisé? Alors, pour l'instant, non. Enfin, non. Oui et non. Pour l'instant, on travaille vraiment sur la commande publique. Et là, on va enclencher un nouveau cycle, on va dire, sur tout ce qui est les mesures. Enfin, les bureaux d'études appellent ça les mesures compensatoires. Alors, c'est pas super enfin, évocateur comme terme. Mais derrière ça se cache tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire, tout ce qui est menu végétarien, euh, voilà le travail, pardon, le travail sur les produits bruts, avec une légumerie adossée à une cantine, etc. Et donc là, on va commencer à aller vers ce champ-là. Et du coup, effectivement, les menus végétariens, ça oui. Et lors de notre séminaire, c'est aussi ressorti, hein, lors des ateliers de notre séminaire, où les cuisiniers qui étaient présents ont dit, bah oui, bah moi, quand je dois avoir un menu végétarien, c'est compliqué. En gros, il y en a certains qui achètent pardon, du steak végétal. Et du coup, là, on n'est plus dans les économies, on est dans du produit ultra transformé et tout, et c'est pas forcément la solution qui était attendue. Et du coup, là, on se dit, bah, en fait, les cuisiniers ne sont pas formés à faire de la cuisine végétarienne. Ils n'ont pas des recettes, voilà, ou bien ils se lancent dans des trucs où bah, c'est ce qui reste en gaspillage alimentaire le plus dans les assiettes et du coup à la poubelle. Et on se dit, bah, là, c'est peut-être quelque chose aussi enfin, je veux dire à réfléchir ou autre, c'est essayer de mettre en place peut-être des formations spécifiques, un sort de WhatsApp des meilleures recettes que peuvent partager les cuisiniers entre eux. Il y en a un qui parlait de faire des petites sortes de cuillères pour goûter et du coup moins gaspiller. Et du coup, bah, les enfants, quand ils viennent à la cantine, ils goûtent, enfin ils prennent la cuillère, s'ils aiment, ils reviennent se servir. S'ils aiment pas, au moins il n'y a pas tout le bol qui est gâché. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont été ressorties bah, de ces ateliers avec
des expériences qui ont été échangées, etc. Et beaucoup disaient qu'en fait, ils n'ont pas de, comment dire, de trop d'idées quand il y a des menus végétariens, hein, et puis, ils se lancent beaucoup dans du compliqué, pois chiches, boulgour et je sais pas quoi, ce que les enfants n'ont pas du tout l'habitude de manger hors menu végétarien, déjà. Donc, en plus, quand c'est un menu végétarien avec tous ces trucs-là, voilà, ils ont beaucoup de gâchis. Alors, bah, des lasagnes aux légumes, finalement, c'est végétarien, voilà, et les enfants sont peut-être un peu plus habitués de manger un plat de lasagne, effectivement différent, mais voilà. Il y a tous ces questionnements-là qui vont être travaillés là, à partir de 2025. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions? Je vois, ok, quelqu'un demande dans le chat quid des mesures sur la préservation de l'eau. Ok, alors par rapport à ça, du coup, notre territoire a été retenu comme territoire pilote par l'ADEME pour la mise en place pardon, pas par l'ADEME, par l'Agence de l'eau, excusez-moi, par l'Agence de l'eau pour la mise en place d'un plan herbe. Du coup, notre territoire, en fait, a des zones de captage d'eau potable pour aller approvisionner en eau potable la métropole de Nancy. Donc, en gros, la métropole est très intéressée aussi pour aider notre territoire à préserver l'eau de qualité, puisque bah, c'est ce que les citoyens du Grand Nancy boivent. Voilà, et donc du coup, il y a toute une réflexion autour de la préservation de l'eau, du coup, autour des prairies permanentes, autour euh, comment dire, de l'agroécologie, tout en préservant l'eau. Voilà, donc on est en train de, comment dire, de construire. Alors le plan herbe, il n'est pas encore sorti, hein. On est en train de construire ça avec l'agence de l'eau, la métropole, la chambre d'agriculture et d'autres partenaires encore. On ne va pas tous les citer, mais voilà pour construire en fait un plan herbe pour préserver l'eau du territoire. Donc il y a la préservation en qualité, il y a aussi la préservation en quantité. Et là, c'est essayer de sensibiliser les agriculteurs sur comment on appelle ça, les services rendus pour la nature. Par exemple, mettre en place une mare pour que bah, les bêtes puissent venir boire au lieu d'avoir des gros caissons d'eau qu'on ramène dans les champs, etc. Enfin bref, il y a plein de réflexions là qui sont en cours. Voilà, on a plein d'idées, de projets, d'actions. Voilà, et ça, c'est vraiment dans les tuyaux, si je peux dire ça, dans les tuyaux d'eau. Euh, Et voilà, ça va sortir, bah, je pense, premier semestre 2025. Voilà. Merci beaucoup, Peggy. Euh, je crois que Madame Savary-Chavy, vous voulez... Les mesures pour récompenser les agribio pour la préservation de l'eau. Alors, récompense, il n'y a pas forcément de récompense. On a aussi mis, alors, il y a toute la filière bio, suite aux différentes réunions qu'on a fait sur la trajectoire, il y a la filière bio qui nous a interpellés par rapport au fait d'être en difficulté hein, avec bah, les baisses des prix sur la bio ou les gens qui achètent plus bio ou voilà. Et du coup, on s'est mis différents acteurs et partenaires autour de la table pour mettre en œuvre un plan bio, on l'appelait comme ça, euh, avec différents outils qui peuvent aider comment dire, les exploitations agricoles bio. Alors, on n'est pas que dans la préservation de l'eau, mais du coup, on est sur des campagnes de communication sur la bio, on est sur... euh, euh, je réfléchis en même temps parce que du coup,
sur la Restocco aussi, hein, on valorise Egalim et on valorise beaucoup la bio. Du coup, voilà, alors les récompenses d'agri-bio, on est en train, alors là, on est vraiment très loin, hein, c'est des petits prémices, les autres choses dont je vous ai parlé sont beaucoup, beaucoup plus avancées. Euh, c'est réfléchir, euh, comment dire, au PSE, paiement pour services environnementaux. Et là, du coup, c'est valoriser la bio, bien entendu, en particulier pour justement garder toute une agriculture bio sur notre territoire. Voilà. Mais après, de là à récompenser, j'ai pas de réponse autre que celle que je viens de vous donner. Merci. Merci beaucoup, Peggy. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions ou réactions aux interventions pardon, de Peggy ou Oriane? Moi, j'avais une question, si c'est possible, je ne sais pas comment on lève la main. Vas-y, vas-y. Pour toi, Peggy, sur le plan bio, est-ce que ce groupe de travail qui a été mis en place avec la filière bio, c'était parce qu'ils sont venus vous voir et vous ont dit il faut qu'on travaille dessus, ou est-ce que c'était aussi une volonté de tes élus de travailler sur ce sujet? Alors, au niveau de la trajectoire, hein, le volet bio et aller plus vers des pratiques plus vertueuses, c'était ressorti assez fortement. Mais c'est pas le premier sujet sur lequel on aurait travaillé, forcément. Et en fait, c'est le groupement des agriculteurs bio et Bio Grand Est qui sont venus nous voir à la suite d'une réunion d'un comité technique qui ont dit voilà, la bio va mal, aidez-nous. Donc vraiment, c'était ça. Sachant que voilà, comme tous les territoires, hein, on n'a pas forcément beaucoup de moyens financiers. Du coup, la chose, c'était bah, de les entendre, de les écouter, d'essayer de travailler ensemble et de voir comment déjà on peut valoriser cette filière pour que les personnes aillent enfin, acheter ou continuent à acheter du bio. Voilà, donc c'était la première chose. Et puis après, il y a des choses où du coup, il y avait on a essayé de mettre en place, mais là via les programmes, enfin le programme européen Leader, des projets qui étaient du coup subventionnés pour du temps de bureau d'études sur les conversions bio, sur en gros comment développer différemment ou une autre activité au sein de l'exploitation euh, d'une exploitation bio et tout pour en fait avoir de la diversification agricole. Voilà, il y a ces choses-là qui ont été menées. Merci beaucoup. Et une dernière question dans le chat. Est-ce qu'il y a un intérêt pour expérimenter la SSA? Alors, pour l'instant, on l'a pas expérimenté chez nous parce qu'on a une démarche qui s'appelle la dignité dans les assiettes, où du coup, il y a une association maintenant qui est créée, qui vole de ses propres ailes, mais avant, c'était chapeauté par le territoire Terre de Lorraine. L'association s'appelle Emplettes et Cagettes. C'est un groupement d'acheteurs qui se mettent ensemble pour aller acheter en grande quantité des produits bio, locaux. euh, et du coup, en fait, les personnes en précarité alimentaire sont actrices et du coup peuvent acheter ce qu'elles veulent comme un peu dans un marché ou autre, puisque du coup, il y a une liste de produits disponibles et ils peuvent dire, ben voilà, je peux acheter tant et tant de quantité en fonction des besoins. Du coup, c'est fait avec ATD Carmonde. Du coup, il y a une méthodologie hein, qui s'appelle les LaboCap, où ils vont enfin, rechercher les besoins et les questionnements des personnes en précarité alimentaire pour construire
avec eux des solutions. Et du coup, une de ces idées, alors, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, c'était ce groupement d'acheteurs pour essayer de baisser les prix au maximum, aller avec les producteurs locaux du territoire. Du coup, au début, c'était quelques kilos, c'est passé à 1 tonne, c'est passé à 4 tonnes, 5 tonnes de produits. Là, ça se passe très bien. C'était bon, expérimental sur le terre de Lorraine, c'est aller vers la métropole de Nancy, ça va dans le département des Vosges. Et maintenant, ces réflexions-là ont fait aussi, comment dire, euh, voilà, enfin, des questionnements sur les autres structures d'aide alimentaire et ils se sont regroupés avec l'ensemble des structures d'aide alimentaire, hein, Resto du Cœur, Secours catholique et plein d'autres. Voilà, ils sont un certain nombre pour faire des groupements de commandes à l'échelle toutes ces structures alimentaires. Et du coup, là, c'est plus 4 5 tonnes, mais c'est 15 20 30 tonnes de produits qui vont commander. Du coup, pour les œufs, par exemple, euh, le, je ne sais plus qui c'était, l'aide alimentaire, mais en un trimestre, elle a fait 5 000 euros d'économie par rapport à l'achat d'œufs via ce créneau-là, en fait. Et du coup, cet argent économisé permet d'acheter encore plus. Et du coup, là, ils sont en train de créer une plateforme de commande en ligne. Ils sont en train de mettre en place une logistique. Donc, on les aide aussi à construire toute cette chose-là. Et donc, pour l'instant, on a très peu de temps de se mettre sur la sécurité sociale de l'alimentation. Mais voilà, on a inventé, oui, d'autres choses qui marchent plutôt bien. Euh, et voilà. Alors, notre site internet est très mal fait. Bientôt, parce qu'on ne retrouve pas tout ce qu'on fait, mais bientôt, j'espère au premier trimestre 2025, il sera, en tout cas sur la page agricole et alimentaire, ça sera tout beau, tout bien avec tout ce qu'on fait. On y travaille, mais pour l'instant, vous ne trouverez pas grand-chose. Désolée, mais je suis à disposition si vous avez besoin d'infos. On a des documents de com, on commence à travailler sur ça. Sur la trajectoire aussi, on finalise tout un document de com qu'on pourra diffuser via le réseau Alta ou autre. Quand Mm. ça sera prêt, on n'hésitera pas à vous fournir tout ça. Bah super. Ça sera sur notre site internet, tout, qui sera tout beau. Voilà. Bah, du coup, voilà, on pourra renvoyer vers votre site en temps voulu et partager les ressources déjà disponibles avec le replay de l'atelier. Merci beaucoup, Peggy. Merci, Oriane et Oriane Lamy aussi. Peut-être pour finir, je vous propose pour ceux qui y seront présents qu'on se retrouve aux assises territoriales de l'agroécologie et de l'alimentation durable à Montpellier la semaine prochaine, lundi et mardi prochain. Je vous le disais en introduction, Alta commence là à travailler sur la grande distribution et la mobilisation des acteurs de la grande distribution dans le cadre de démarches de transition agricole et alimentaire. Et on est donc en phase de recrutement de porteurs de projets pilotes. Donc si vous êtes ou connaissez une association, une collectivité, un, un autre collectif, une entreprise, peu importe, et que vous donc portez des projets ou actions visant à mobiliser la grande distribution, eh ben, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos candidatures pour rejoindre donc la dynamique collective Alta autour de ce sujet. On attend ces candidatures pour le 13 décembre au plus tard. Et dans les prochains événements d'Alta, il y aura un atelier toujours sur ce sujet des leviers pour mobiliser la grande distribution dans les démarches de transition agricole et alimentaire qui sera organisé courant janvier. Je vous remercie pour votre présence. Je vous invite de nouveau à nous écrire si envie et besoin de rejoindre la dynamique, à consulter la charte d'Alta et la signer. Euh, et j'espère vous recroiser très prochainement.